Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Donc, on va bientôt commencer ce webinaire, comme d'habitude, 2 petites minutes avant de commencer. À tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Alors, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Conti-Bernard. Je suis président et fondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui a pour objectif de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes issues du monde de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Je laisse Anna de côté et maintenant on s'intéresse vraiment au cœur de notre sujet. Donc on a décidé de créer avec nos équipes une saison de webinars découpée en 4 épisodes. Donc vous avez vu le premier la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le regarder sur notre site internet ou sur YouTube en replay, où on a pu déjà échanger avec Olivier Legrand, donc qui est récemment devenu associé depuis début janvier au sein du cabinet CVZ et qui était pendant des années et des années collaborateur au sein du cabinet GIDE et qui a donné finalement son retour d'expérience, les méthodes qu'il a pu utiliser, la façon dont il a fonctionné. Donc lui, il a expliqué que finalement, il n'avait pas du tout fonctionné via LinkedIn, il avait énormément travaillé sur son réseau et travaillé sur ce qu'on appelle la recommandation organisée, ou quand on parle avocat, finalement, le bouche à oreille. Donc là, l'objectif du webinaire du jour, c'est vraiment de façon extrêmement pratique et extrêmement concrète. Vous allez voir, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes webinaires, que je vais fonctionner un peu différemment d'habitude. Je vais vous partager mon écran et finalement, on va travailler sur l'identification de la clientèle pour aller chercher vos premiers clients. Alors, je mets un petit disclaimer dès le départ. Ceux qui ne le savent pas, je suis quasiment aveugle. Donc j'ai 1 centième à chaque œil, ce qui fait que quand je vais partager mon écran, je vais devoir vraiment m'approcher tout près de l'écran et ça va pas être super agréable pour vous. Donc je sais pas si je vais couper la caméra ou pas, mais en tout cas ce sera pas super agréable. Donc je vous prie de m'excuser. Mais l'objectif de vous montrer mon écran, c'est que finalement vous puissiez être en mesure d'identifier votre clientèle, de pouvoir faire un premier travail sur une agrégation de réseau pour derrière vous permettre d'obtenir des résultats. Ok, donc on va commencer immédiatement. Je vais faire le propos introductif par rapport à l'identification, à quoi ça sert, ce que ça peut permettre, etc. Et derrière, on utilisera 2 outils que vous connaissez tous, que sont, alors le premier, je suis sûr que vous le connaissez, le deuxième, je ne sais pas, mais on verra. Ce sont 2 outils gratuits, on fait le choix d'utiliser des choses gratuites. Le premier, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est certes un moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir travailler sur sa notoriété, etc. Mais c'est aussi un moyen de pouvoir finalement identifier une typologie de clientèle et d'identifier si le marché que l'on souhaite cibler est suffisamment profond ou pas. Ça veut dire en gros, bah, ok, vous êtes avocat, vous avez envie de travailler dans une ultra niche. Si vous vous rendez compte qu'il y a uniquement 10 sociétés qui répondent à cette ultra niche, c'est pas assez pour faire un business. C'est-à-dire qu'en vendant 10 dossiers, estimons que votre panier moyen soit à 3 000 euros, oui, en tant que collaborateur, pour faire 30K, ça va être pertinent, mais avoir 100% d'un marché, on sait très bien que c'est très compliqué, que c'est même quasiment impossible. Donc, si vous arrivez à avoir une ou deux sociétés de ce marché, que vous avez des paniers moyens à 3 000 euros, bah, ça vous fait 6 000 euros de chiffre d'affaires perso, donc au titre de votre clientèle personnelle. Et derrière, finalement, ça ne vous permet pas de développer une activité, en tout cas de bien développer votre clientèle perso. Donc, la profondeur de marché, elle va être super importante. L'identification de la cible et de décideurs va aussi être très importante. Et donc, on va utiliser LinkedIn dans un premier temps pour faire ça. On va également utiliser un deuxième outil, qui est un outil super qui s'appelle Peppers. En gros, Peppers, c'est quoi? C'est Infogreffe rendu gratuit et transparent.
Donc, on n'a pas encore toutes les informations qu'on peut avoir sur Infogreffe en termes de bilan, etc. Mais on a déjà énormément d'informations qui vont vous permettre, si vous voulez, d'avoir déjà des données sur la typologie d'entreprise, sur le chiffre d'affaires, sur l'effectif, sur l'EBITDA, sur le nom des décideurs, ce qui va vous permettre vraiment d'affiner votre ciblage pour identifier une clientèle. Alors, voilà les deux outils qu'on va utiliser. Pourquoi identifier et pourquoi cibler une clientèle lorsqu'on est avocat et d'autant plus avocat collaborateur? En réalité, lorsque vous êtes collaborateur, c'est un statut qui est un statut hybride, vous le savez, et qui peut être entre guillemets un statut bâtard. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous êtes affiché partout comme étant finalement avocat au sein d'un cabinet d'avocats, mais vous allez vouloir développer une clientèle qui vous est personnelle, hors cadre de ce cabinet d'avocats, et finalement hors rétrocession d'honoraires, donc hors temps que vous réalisez au sein du cabinet, excepté si vous arrivez à vous arranger. Donc, pour un collaborateur, on sait très bien que les dossiers extrêmement chronophages, où il faut énormément de force de frappe, les dossiers qui sont, entre guillemets, sur des trop grandes entreprises pour des trop fortes valeurs ajoutées, on ne peut pas aller les chercher. C'est pas possible, c'est complètement déraisonnable d'imaginer qu'on va passer un temps de développement énorme pour aller développer ces dossiers. Je mets un petit bémol sur les collaborateurs qui sont en 9e, 10e, 11e année de collaboration ou de consulship et qui souhaitent devenir associés au sein d'un cabinet d'affaires. Là, on sort vraiment de la démarche que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Là, la démarche, c'est vraiment comment je réussis finalement à identifier ma clientèle pour réussir à faire grossir mon chiffre d'affaires perso sans pour autant avoir la velléité de pouvoir l'apporter au cabinet d'avocat ou le faire pour le cabinet d'avocat. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par définition, votre temps, il est extrêmement limité. Et donc, les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir être identifié, aller chercher de la clientèle, etc. Et de l'autre côté, les actions de production, puisque une fois que vous avez les clients, c'est super, et maintenant il va falloir produire, elles sont par définition extrêmement minces de façon hebdomadaire. Si vous arrivez à aller en travaillant beaucoup à 20 heures de développement et de production perso, ça c'est vraiment pour les plus gros bosseurs que j'ai vus en termes de développement perso, c'est vraiment un super chiffre. Pour la moyenne d'entre tous, si on lisse ça sur 52 semaines que représente une année, le temps de travail sur sa clientèle perso, c'est maximum entre 5 et 10 heures semaine. Donc, il faut vraiment être conscient de ça parce que sinon, en fait, vous allez vouloir des clients que vous n'allez pas pouvoir traiter, vous allez vouloir aller chercher des clients qui, quoi qu'il arrive, ne vous sélectionneront pas en tant qu'avocat. Donc, il faut essayer de rationaliser un peu les choses pour que derrière, vous puissiez avoir une production qui soit pertinente et une acquisition de clients qui soit pertinente. J'utilise très souvent un exemple qui est celui de l'avocat qui souhaiterait finalement s'adresser à des pharmaciens. Donc, je suis avocat en droit fiscal, par exemple. J'ai la volonté de pouvoir m'adresser à n'importe quelle entreprise parce que je fais du transactionnel et je fais un petit peu de pâte au niveau des dirigeants. Très bien. Le réflexe de chaque avocat, c'est de pouvoir se positionner comme ça en disant là, je fais de la fiscalité d'entreprise. Et derrière, il n'y a pas plus d'identification, il n'y a pas plus de travail sur le ciblage, il n'y a pas plus de travail sur la clientèle. Si aujourd'hui vous fonctionnez comme ça, vous êtes mort. C'est-à-dire qu'en réalité, les dossiers que vous allez choper, si vous en chopez, ça sera super. Ça sera votre premier cercle de proches, ça sera un pote de pote, ça sera un client qui vous recommandera une personne qui va pouvoir vous apporter en tant que client. Mais si vous voulez, vous n'aurez pas de développement qui va être mesuré et dû exclusivement à votre activité. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où vous dites ouais, je fais de la fiscalité d'entreprise, vous rentrez en compétition avec 5000 avocats sur le territoire français, ou peut-être même un peu plus aujourd'hui. Et par définition, vous êtes plus junior qu'eux, vous n'avez pas le même temps à accorder à leur dossier, et donc vous avez peu de chances d'être choisi. Ce qu'il faut réussir à faire pour avoir vraiment un premier développement, c'est réussir à affirmer les choses. Quand vous les affirmez à un instant T, ça ne veut pas dire qu'à T plus 1, ça sera toujours la réalité. Moi, j'ai accompagné des avocats qui s'étaient positionnés sur des secteurs d'activité, pour ne pas les citer, les agents immobiliers, qui aujourd'hui ont réussi à avoir un nombre de dossiers colossal sur les agences immobilières et qui se sont dit, bon, ok, en fait, le développement du cabinet s'est bien opéré sur ce vecteur, je vais ouvrir un second vecteur.
Ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas parce que vous écrivez que vous êtes avocat en droit fiscal à destination exclusive des officines de pharmacie que demain, vous ne pourrez pas dire, en fait, les officines de pharmacie, ça n'a pas marché, les officines de pharmacie, je n'ai plus envie de me cantonner à ça, j'ai envie de viser un scope plus large, je change mon positionnement. Par définition, un positionnement, il change au fur et à mesure. Lorsque les plus grands avocats que vous connaissez ont débuté, ils n'étaient pas l'avocat de Bouygues, ils n'étaient pas l'avocat de Vinci, ils ne travaillaient pas avec cette typologie d'entreprise. C'est vraiment au fur et à mesure du temps qu'ils ont réussi à monter en compétences, monter en typologie de dossier pour devenir finalement les avocats de ces cabinets-là. Pardon, les avocats de cette typologie d'entreprise. Derrière, si c'est pas ce que vous voulez, c'est encore plus simple. Mais donc, avoir un développement qui est un développement sectorisé, ou en tout cas où vous affirmez votre valeur à destination soit d'une typologie de personnes, soit d'un secteur déterminé, soit d'une profession déterminée, soit d'une typologie d'association, soit ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez une double précision, un, en termes d'expertise, deux, en termes de secteur d'activité, vous allez être beaucoup plus pertinent et les actions de développement que vous allez mener par définition vont être beaucoup plus ciblées et donc vous allez passer beaucoup moins de temps à les mettre en place pour avoir des résultats. Et ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Aujourd'hui, tapez avocat pharmacie Paris ou avocat spécialisé sur les pharmacies, vous allez voir qu'il y a un super cabinet que j'ai découvert. Je ne me souviens plus exactement de leur nom, je crois que c'est Isis Avocat. Mais c'est deux fondatrices qui ont monté ça. C'est un cabinet que je ne connaissais pas. Et à force d'utiliser mon exemple sur les pharmacies, les fiscalistes, etc., il y a un avocat qui a suivi un de mes webinaires qui a dit écoute, va voir ce cabinet-là, ça a l'air sympa. Et honnêtement, c'est super bien fait ce qu'elles font. Et donc, on verra sur Papers, vous allez pouvoir voir leurs chiffres, vous allez pouvoir voir leur développement. Quand vous voyez le moment où elles ont bifurqué, elles se sont repositionnées sur cette activité, vous allez voir un gap, si vous allez regarder leurs chiffres qui sont publics, en termes d'excédent brut d'exploitation et en termes de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment super important. Ça va aussi vous permettre finalement, en plus d'avoir une traction commerciale qui va être plus importante, de rester sur des dossiers qui vont être majoritairement similaires. En fait, je continue avec mon exemple filé. Vous avez un pharmacien qui vient vous voir, bah, en réalité, vous faites du droit fiscal. Ce que vous allez pouvoir faire pour ce pharmacien, c'est que vous trouvez un pote en corpo, vous allez pouvoir lui créer des SPFPL pour finalement travailler sur son optimisation de rémunération. Vous allez éventuellement pouvoir faire des contrôles fiscaux ou l'assister sur des contrôles fiscaux, éventuellement un petit peu de TVA sur les médocs si vous avez envie d'en faire, éventuellement un travail sur les cotisations sociales et sur les charges URSSAF et basta. En réalité, on parle à des entreprises qui sont des entreprises normales. On n'est pas sur des groupes colossaux, etc. Et donc, par définition, je suis restrictif volontairement dans mon exemple. L'objectif, c'est de faire un cours de droit. Vous êtes tous beaucoup plus forts que moi sur le secteur. J'ai juste fait 5 ans de droit et j'ai jamais pratiqué en tant qu'avocat. Donc, c'est juste pour que vous ayez les exemples. Mais une fois que finalement vous avez fait ces opérations, bah, ça devient un automatisme. Moi, j'avais un de mes copains là, qui m'appelait, qui avait pris qui fait du droit des sociétés chez Veiljourde. Et il m'appelle et il me dit ouais, j'ai pris mes premières CGV ou CGU. Je vais vous raconter une bêtise, je ne sais plus exactement combien de temps il y a passé, mais c'était colossal. Il a dû y passer plus d'une quinzaine d'heures parce qu'en fait, il n'en a jamais fait, il a pris ça en dossier perso, etc. À partir du moment où vous travaillez qu'avec les pharmaciens, où vous travaillez sur de la fiscalité à destination des pharmaciens, en réalité, les opérations que vous réalisez, vous allez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et derrière, vous allez pouvoir gagner en rentabilité. Et si vous dites, bon, intellectuellement, ok, je m'ennuie un petit peu, etc., vous pourrez pousser soit en élargissant l'expertise, soit en élargissant le scope d'intervention, en disant, en fait, voilà, je ne veux plus uniquement des pharmaciens, mais je veux aussi pouvoir adjoindre pas, des labos, des petits labos de médicaments, des petits labos pharmaceutiques, des sociétés dans la technologie qui travaille sur les médicaments, si vous décidez de conserver ce domaine pharmacologique. Mais vous pouvez très bien dire, moi, les pharmacies, ça m'emmerde, j'ai envie de travailler également avec d'autres professionnels de santé que peuvent être les médecins, les kinés, les infirmiers, etc. Donc, vous avez finalement un champ des possibles qui vient se créer sur un socle que vous choisissez de façon, on ne va pas se le cacher, de façon assez arbitraire au départ. C'est une profession que vous aimez, je ne sais pas, vous aimez bien les architectes, vous trouvez que c'est marrant, c'est un beau métier, etc. Vous regardez le nombre d'architectes qui peuvent être dans les parages et que vous pouvez aller toucher, et vous vous dites bingo, je me lance sur les architectes et vous testez.
C'est pareil, ça peut être les dératiseurs, ça peut être les boulangers, ça peut être les ingénieurs informatiques, ça peut être les chefs d'entreprise de start-up, ça peut être les chefs d'entreprise de TPE, ça peut être des boulots artisanaux, ça peut être des boulots de chercheurs, ça peut être des boulots de conseil, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. En réalité, le positionnement que vous allez avoir, il va être ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille de ne pas faire, en tout cas dans un premier temps, sur les premières années de collaboration, jusqu'à la 6-7e année, c'est de ne pas aller trop haut en termes de PME et de ne pas aller chercher trop haut. Je pense qu'il faut vraiment réussir à se faire la main sur des dossiers, à avoir des honoraires qui soient corrects pour qu'à posteriori, vous puissiez monter et que là, vous puissiez rentrer finalement dans cette réflexion qu'ont tous les collaborateurs de la 6e à la 8e, à la 10e année. C'est OK, concrètement, j'ai trois possibilités. Soit je deviens associé de ma structure, soit je crée mon cabinet d'avocat, soit je cherche une autre structure pour devenir associé. Et donc là, à partir de ce moment-là, en fonction du portefeuille client que vous aurez réussi à développer, vous allez pouvoir voir dans quel cabinet vous allez finalement pouvoir intégrer votre clientèle. Parce que si vous avez, je prends mon exemple bidon, mais une clientèle de petite pharmacie à Nantes et que vous êtes collaborateur chez Darrois, bah, le fait de pouvoir apporter sa clientèle, il faut oublier, parce que les pharmaciens que vous avez accompagnés à vos honoraires, etc., lorsque les honoraires de Darrois, je dis Darrois, mais je peux dire White Case ou beaucoup d'autres cabinets d'avocats vont arriver, il va y avoir un gros problème. Hein. Donc, en réalité, vous ne pourrez pas la conserver. Donc, vraiment, en fonction du type de cabinet dans lequel vous avancez, votre portefeuille client aura un objectif qui va être différent. Donc, en termes d'articulation entre clients, après, je vous promets qu'on passe aux pratiques, je partage mon écran et on y va. En termes d'articulation entre clientèle personnelle et travail à fournir pour le cabinet d'avocats, si vous voulez, je vous renvoie au webinaire d'Olivier, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans cette situation au quotidien. J'ai vu certaines choses, j'ai pu accompagner des cabinets pour justement qu'ils puissent permettre à leurs collaborateurs d'avoir un développement et qu'à chaque fois, ça ne soit pas en train de s'opposer en disant mais attends, mais pourquoi tu étais en call, c'est ta clientèle perso, qu'est-ce que tu fais là, etc. Il faut vraiment avoir une qualité, c'est réussir à observer et à se mettre à la place de son associé. Si vous estimez que votre associé doit accepter ce que vous avez à faire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problématique, vous devez le mettre en place et vous pouvez y aller. Mais ce que disait Olivier la dernière fois, c'est que finalement, ses clients perso étaient toujours, entre guillemets, ils passaient toujours second par rapport aux clients du cabinet et qui réussissaient finalement à articuler ça en le disant de façon concrète, en disant voilà, moi je suis collaborateur, je travaille pour le cabinet Gide, les dossiers de Gide sont prioritaires par rapport à mes dossiers et derrière j'essaie de trouver une solution pour pouvoir les avoir au bout du fil et avancer. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager mon écran pour que derrière, vous puissiez voir un petit peu. Attendez, pourquoi il ne veut pas que je partage mon écran? Euh, pour que vous puissiez voir un petit peu comment on peut identifier sa clientèle, sa clientèle cible, pardon, et comment on peut essayer d'avancer attendez, du coup, je me rapproche pour voir si la cible qu'on vise va être pertinente. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez mettre un petit message comment ça s'appelle? Dans le chat pour que derrière je vois si oui ou non vous avez mon écran sous les yeux. Ce serait super chouette de votre part. Attendez. Hop. Ok, super. Bon, apparemment, c'est bon. Parfait. Bon, ces données-là, ce sont mes données perso. Je vais couper ma caméra parce que j'ai un petit complexe d'avoir mon nez comme ça. C'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour moi. Donc, je vais la couper et je la remettrai si jamais je remets ça. Ok, donc là, finalement, vous êtes sur mon compte LinkedIn perso. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir identifier sa cible et de pouvoir déjà voir si vous identifiez votre cible. Moi, par définition, mais que ce soit de votre côté vos cibles, que ce soit les DAF, que ce soit les DRH, que ce soit les chefs d'entreprise, les CEO de start-up, les fondateurs de start-up, les pharmaciens ou tout autre, le raisonnement est strictement le même et s'applique de la même façon. Donc concrètement, moi déjà, on va aller voir si oui ou non le réseau que je peux avoir est en corrélation avec ma cible. Donc là, ce que je vais faire à l'intérieur de cette barre de recherche, c'est que je vais taper avocat, parce que ma cible sont des avocats. Donc là, il va y avoir des avocats associés, des avocats collaborateurs, éventuellement quelques élèves avocats, des avocats counsel, des avocats indépendants, etc.
Je vais cliquer sur personne pour que derrière, je puisse avoir uniquement les avocats et pas les cabinets. Donc là, je vois qu'il y en a 140 000, ce qui veut dire qu'en réalité, le scope et le critère qui met en place n'est pas le bon. Il me sort également les élèves avocats et il doit aller choper du côté du Luxembourg ou de la Belgique également d'autres personnes qui ont le poste d'avocat. Ensuite, ce que je vais faire pour voir si mon réseau est en corrélation avec mes cibles, c'est que je vais mettre le premier réseau. Là, je veux uniquement savoir le nombre d'avocats que j'ai dans mon réseau pour voir si les actions que je vais mettre en place via LinkedIn vont être pertinentes. Pour une simple et bonne raison, c'est que si je cherche à viser les avocats en mettant du contenu sur LinkedIn, en partageant des podcasts, en partageant des articles, et qu'en réalité, je n'ai que peu d'avocats sur LinkedIn, mes actions n'ont aucun intérêt. C'est comme parler devant une foule de tétraplégiques et de leur vanter le mérite des nouvelles Air Jordan qui vont leur permettre de dunker à 3,50 m. C'est complètement inopérant, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas se mettre à la place. Donc en réalité, il faut déjà que je regarde si oui ou non dans mon réseau c'est pertinent. Et bien en fait, dans mon réseau, j'ai 6 000 avocats. Donc on voit qu'en France, il y a 70 000 avocats. Même s'il y a quelques élèves avocats, on voit déjà que par rapport finalement à la typologie de mon réseau, le nombre d'avocats va être pertinent pour moi. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est de dire, OK, en fait, je vise les fondateurs de startups. Vous faites ce même exercice en tapant fondateur ou en tapant CEO à l'intérieur de cette barre de recherche. Vous cliquez sur personne, vous cliquez sur premier réseau. Si derrière, vous n'avez pas au moins 300 ou 500 résultats, ça ne sert à rien de communiquer sur LinkedIn ou de mettre en place des actions d'acquisition client sur LinkedIn parce qu'en fait, ils ne les verront jamais. Ça va être une autre partie de votre réseau qui va voir ça, typiquement les gens qui sont devenus avocats, qui étaient avec vous à la fac, etc., et qui finalement vont réagir à ce que vous faites. Donc, même si vous avez des likes ou si vous n'en avez pas, ça n'a aucun intérêt. Sauf si votre objectif est de toucher des avocats, des experts comptables ou je ne sais qui vont devenir prescripteurs de votre activité. Mais on ne peut pas avoir une stratégie qui soit à la fois visée d'un côté vers la prescription de partenaires et de l'autre côté qui soit à destination du client final. Il faut que vous puissiez choisir par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc là, c'est la première chose. Si jamais vous vous dites, OK, Valentin, je comprends ce que tu dis, etc., mais concrètement, comment je vais faire, moi, pour ajouter des gens qui ne sont pas dans mon réseau, des cibles à moi qui ne sont pas dans mon réseau, si j'en ai pas? Et bien concrètement, là, ce que vous faites, c'est que vous allez donc vous rester sur avocat, ou je peux le faire sur autre chose, hein, je peux le faire sur, allez, pharmacien pour que derrière on puisse voir que ça marche sur tout. Donc pharmacien, là j'en trouve, dans mon réseau, j'en ai pas, vous voyez. Là j'ai 23 pharmaciens dans mon réseau, je ne sais même pas pourquoi j'ai 23 pharmaciens dans mon réseau. Là ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le deuxième réseau. Parce que c'est ça qui est le plus pertinent. Parce que sur LinkedIn, vous savez qu'on ne peut ajouter que les gens qui sont dans son deuxième réseau. On ne peut pas ajouter directement les gens qui sont sur le troisième réseau, excepté si vous avez un abonnement premium. Donc, moi, je peux le faire parce que je paye un abonnement premium, mais mon objectif, c'est que ce soit gratuit pour vous. Donc, finalement, je ne le mets pas. Donc là, vous voyez bien que j'ai 1000 résultats qui s'affichent. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'ajouter 1000 personnes qui répondent à ce statut de pharmacien. Donc, on regarde déjà si c'est bien fait. Donc, on voit que le premier est pharmacien, le deuxième est pharmacien, le troisième est business analyst SFB. Donc là, il faut regarder un petit peu ce que c'est. Et il était résumé pharmacien industriel. Donc, lui, il fait de la pharmacie indus. Donc, ça peut être une bonne chose. Pour pouvoir finalement augmenter des gens dans son réseau, le travail va être extrêmement simple. C'est que chaque jour, vous ajoutez 20 personnes. Pour ajouter des personnes, c'est extrêmement rapide en réalité. Moi, je ne vais pas le faire là, mais vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez encore en dessous, vous cliquez encore en dessous, vous cliquez encore en dessous, et ça 20 fois. C'est extrêmement rapide. Et tous les jours, vous faites la même recherche. Pourquoi 20 par personne? Pour une simple et bonne raison, c'est que l'algorithme LinkedIn a bloqué à 100 personnes ajoutées par semaine maximum la possibilité d'entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas actuellement dans votre réseau. Donc l'objectif, c'est que finalement, vous puissiez travailler là-dessus sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, faire ce travail de façon quotidienne pour que finalement votre réseau se transforme. Et si vous travaillez ça sur 4 mois, ça fait 400 fois 4, ça fait 1600 personnes que vous allez ajouter. Vous aurez l'opportunité d'être accepté par à peu près 50% d'entre elles. Donc ça veut dire que votre réseau, si vous souhaitez viser les pharmaciens présents en France, va augmenter de façon drastique, donc va augmenter de 800 personnes.
Là, vous devez vous dire, Valentin, il est complètement en train de dérailler. Et il dit il faut ajouter 1600 personnes, alors que là, dans mes résultats, il y en a 1000. Mais en réalité, il y a des pharmaciens qui vont vous ajouter entre-temps. Ce qui fait que là, si j'ajoute 5 pharmaciens et que les 5 m'ajoutent, je sais pertinemment que mon résultat ne sera plus à 1600, mais qu'il va monter à 3000 ou 4000 pour une simple et bonne raison, c'est que les pharmaciens ont d'autres pharmaciens dans leur réseau. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour avancer. Ensuite, vous pouvez également utiliser LinkedIn pour identifier votre clientèle en vous disant, OK, concrètement, moi, j'aimerais bien savoir si le secteur de niche que je vise est suffisamment représenté par rapport à ce que je vais mettre en place et si j'ai un axe de développement qui peut être pertinent. Donc là, concrètement, vous allez une fois de plus dans la barre de recherche de façon assez classique et derrière, vous tapez, je ne sais pas moi, chaudronnerie, bam, merde, j'écris n'importe comment. On va peut-être pas taper chaudronnerie, on va taper restaurant. Là, l'objectif, c'est que vous puissiez déjà avoir un aperçu du nombre de personnes, donc du nombre d'entreprises, pardon, que vous allez pouvoir, qui répondent à ce critère. Donc, on voit qu'en France, on en a 132 000. Ça signifie quelque chose d'important, c'est que le nombre de restaurants en France est très largement supérieur à 132 000, ce qui signifie que majoritairement, la stratégie de développement et les restaurateurs ne sont pas présents sur ce réseau. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez viser une cible comme les restaurateurs, LinkedIn ne sera pas une belle source d'acquisition, excepté pour les franchiseurs de grandes marques de restauration ou de choses comme ça. Mais en tout cas, si vous cherchez des restaurateurs, entre guillemets, qui ont un établissement ou des restaurateurs de proximité, ça va être extrêmement complexe. Donc là, vraiment, première phase, ajouter finalement son réseau pour que derrière, vous puissiez identifier ces gens. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui est sur mon réseau, qui est là, qui est de savoir si en fait ce que vous réalisez et ce que vous mettez en place en termes de stratégie de poste, parce que derrière l'objectif, ça va être d'être identifié par vos cibles, est finalement pertinente par rapport à ce que vous avez. Donc, on a une première phase d'identification de la clientèle. On ajoute cette clientèle sur le réseau. Je vous prends l'exemple de LinkedIn, mais ça se passe partout pareil. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça de façon digitale via LinkedIn. Vous pouvez le faire par mail. Vous pouvez le faire sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez le faire grâce à des annuaires professionnels, notamment l'annuaire de l'ordre des pharmaciens, par exemple. Vous pouvez le faire de façon physique en vous rendant dans les salons professionnels dédiés aux pharmacies ou autre chose. Il y a énormément de possibilités. Là, l'exemple que je prends, c'est pour que ça soit simple, pour que ce soit visuel et pour que vous compreniez finalement le raisonnement. Mais la deuxième phase que je dois accomplir, c'est OK, concrètement, je fais rentrer des pharmaciens, moi en l'occurrence des avocats à l'intérieur de mon réseau, mais est-ce que finalement ceux-ci sont destinataires des messages que se diffusent? Parce qu'en réalité, si personne ne voit ce que vous diffusez, ça ne sert à rien d'avoir 6000 avocats dans son réseau si ceux-ci ne sont pas bénéficiaires de ce que vous mettez en avant. Donc, pour réaliser ça, c'est assez facile. Alors, on va prendre la photo avec Jean-Michel Darrois, par exemple. Donc là, vous allez, ce qui est écrit, etc., on s'en fout. L'objectif, c'est de pouvoir aller voir au niveau des statistiques. Et donc, à ce niveau-là, là, où vous voyez que c'est écrit 41 608. Donc là, vous cliquez sur ce résultat et vous allez voir si votre stratégie, elle a été pertinente ou pas. On va voir si elle a été pertinente à hauteur de 3 endroits. Déjà, sur la colonne de gauche, vous avez le nom des cabinets d'avocats, enfin le nom des entreprises, pardon, pas des cabinets d'avocats, le nom des entreprises qui ont vu finalement ce que j'avais publié. Donc là, on voit que j'ai Gide, on voit que j'ai Fidal, on voit que j'ai Allen Overy, CMS, EY, White Case, Linkletters, Bredin, Clifford. Donc là, on voit finalement que mon réseau est bien en corrélation avec ma cible, puisque la majorité, enfin, les entreprises qui ont le plus vu mon poste, ce sont des entreprises qui travaillent dans le secteur d'activité que je vise, que sont les cabinets d'avocats. Donc finalement, on voit que mon travail d'identification de ma cible et d'intégration de ma cible sur mon réseau a été pertinent. Ensuite, on descend encore un petit peu dans le scope, et là, on voit que les gens qui ont le plus regardé mes posts, ce sont j'espère que ce sont des avocats, ouais, ce sont des avocats, donc il y a 7321 avocats qui ont vu mon post, ce qui est quand même colossal, parce qu'en réalité, il y a 70 000 avocats en France, comme je le disais, ça veut dire que grâce à ce post-là, j'ai touché 10% du marché. Et si on parle de mon marché pertinent, que sont les avocats en droit des affaires et le barreau d'affaires, on peut estimer que c'est eux que j'ai majoritairement touché et le nombre n'est plus de 70 000, mais peut passer à 30 000. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai quasiment touché un tiers du marché adressable que je souhaite viser.
Donc, vous voyez que ce travail-là, il a été accompli. Ce n'est pas toujours le cas, hein. J'ai volontairement choisi quelque chose qui avait bien fonctionné auprès de ma cible. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc là, pour le coup, c'est le cas, donc je vous l'ai montré. Et le troisième indicateur qui va être pertinent, c'est aussi le secteur géographique. En fait, si mon objectif, c'était de toucher des avocats à Nantes, bah en fait, j'aurais loupé. Parce que finalement, vous voyez que la majorité des avocats que j'ai touchés, c'est à Paris, ensuite, c'est dans telle ville, telle ville, telle ville, telle ville. Donc là aussi, si vous avez une approche géographique, vous allez pouvoir vous dire, OK, concrètement, ce que j'ai mis en place est pertinent, parce qu'en réalité, ce sont les avocats de Nantes qui ont majoritairement vu mes publications, ou ce sont les pharmaciens de Toulouse, les mécaniciens de Hyères-les-Palmiers, qui sont visés par mes posts. Et donc, ça veut dire que mon réseau a bien été travaillé et que la stratégie de communication et que le contenu que je diffuse pour être identifié par cette cible fonctionne, puisque derrière, vous pouvez suivre que ben voilà, ces avocats finalement, ont vu ce que j'avais réalisé. Donc ça, c'est ultra pertinent, c'est vraiment un indicateur qui est très fort pour voir si finalement votre LinkedIn est pertinent et si vous avez finalement des cibles qui vous suivent via cet intermédiaire-là. Si vous faites le test de votre côté, vous pouvez le faire sur n'importe quel poste. Si vous n'avez jamais travaillé sur ces réseaux-là ou vous n'avez jamais intégré finalement vos cibles à l'intérieur de ces réseaux, vous verrez que ce sont majoritairement des confrères ou des consultants ou des RH ou des chasseurs de tête qui sont venus voir vos postes. Mais vous n'aurez, si vous n'avez pas travaillé, pas vos clients cibles à l'intérieur de ce truc-là. Donc, l'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours sur LinkedIn. On fait une formation, nous, sur le sujet le 3 février prochain. C'est vraiment de pouvoir vous montrer comment on peut identifier sa clientèle et comment on peut l'intégrer justement sur ces réseaux. Donc, je suis désolé si vous avez des questions, je ne peux pas les prendre parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul, il n'y a personne pour lire finalement ce que j'écris. Et donc, je ne peux pas être assisté. Donc, j'essaierai de les lire à la fin ou si je peux nommer quelqu'un dans l'assemblée qui peut lire les questions, ça serait très, très chouette. Donc, n'hésitez pas, je crois qu'on peut maintenant lever la main sur ce truc. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, la deuxième chose que j'aimerais voir avec vous et que j'aimerais vous présenter, c'est un outil qui s'appelle Peppers. Alors, si j'arrive à aller dessus, hop. Peppers, concrètement, vous devez en connaître l'utilisation si vous allez chercher des cabis ou toute autre chose. C'est vraiment l'usage principal qu'en font aujourd'hui les avocats, c'est d'aller chercher finalement un PV d'AG, un bilan ou n'importe quoi que vous pouvez aller chercher sur cet outil. Mais Peppers, c'est aussi un outil pour étudier une profondeur de marché et trouver qui sont les dirigeants que vous allez pouvoir contacter, ou en tout cas que vous allez pouvoir du coup ajouter derrière sur LinkedIn ou aller chercher l'adresse mail pour pouvoir contacter finalement ces dirigeants d'entreprise. Imaginons aujourd'hui que je recherche, allez, je garde mon exemple non, je ne vais même pas écrire pharmacie, je ne vais rien écrire du tout, je vais uniquement cliquer sur entrée. Donc là, vous voyez que j'ai des informations qui ne sont pas pertinentes. On me sort les 22 807 000, etc. Je ne sais pas exactement ce que c'est, entreprise ou autre. Mais moi, ce que je vais aller chercher immédiatement, c'est en haut à droite. Je vais aller chercher des filtres qui vont être plus importants. Donc là, je vais cliquer sur plus de filtres. Vous voyez, il y a énormément de filtres qui vont s'afficher où je peux avoir les entreprises qui sont en activité, les départements. Donc, les départements, là, on va imaginer, j'ai déjà fait le test dans une formation, donc je vais l'utiliser, qu'on va développer des pharmacies dans le 35. Donc là, Ille-et-Vilaine. Non, attendez, 35, c'est pas du tout ça. Je ne sais plus ce que c'est le département de Toulouse. C'est dans le Tarn, non, Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, voilà. Dans le 82. OK. Donc, dans le 82, j'ai l'ensemble des entreprises qui sont présentes pour l'instant dans le 82. Là, je pourrais même aller chercher la forme juridique. Ah bah là, c'est pertinent parce qu'en fait, si je suis avocat fiscaliste et que je vise les pharmacies, je vais pouvoir voir les pharmacies ou le nombre de SPFPL qu'il y a dans le département du Tarn-et-Garonne pour que derrière, je puisse avancer sur cette question-là. Et donc, si je me rends compte qu'il n'y en a pas du tout, bah, j'ai un gros travail de structuration avec le corpo et de travail sur l'explication de la pertinence d'une SPFPL pour pouvoir avancer. Donc là, je ne le fais pas pour ne pas complexifier les choses, mais vous avez cette possibilité. Ensuite, vous avez activité. Je crois que c'est là-dedans ou c'est dans ce secteur d'activité que je vais pouvoir le trouver. Donc là, si je tape pharmacie, il ne me trouve strictement rien. Donc, ce n'est pas dans l'activité.
C'est pas dans activité, c'est pas dans donc chiffre d'affaires. Vous pouvez aller chercher le chiffre d'affaires de l'entreprise que vous souhaitez chercher. Vous pouvez aller par région, vous pouvez y aller par ville, vous pouvez y aller par effectif, donc nombre de salariés, etc. Vous pouvez y aller sur la date de création, vous pouvez aller sur l'âge du dirigeant. Tous ceux qui font des pactes du trade, de la cession d'entreprise, etc., pour départ à la retraite, l'âge du dirigeant, c'est ultra pertinent pour pouvoir le contacter. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Type de publication, ça, on s'en fout. Statut RCS, c'est pas important. Date du document, convention collective. Convention collective, ça peut être extrêmement pertinent aussi pour ceux qui font du droit social. Âge du bénéficiaire effectif. Domaine d'activité, ça doit être ça. Donc, domaine d'activité, là, si je tape pharmacie. Alors, merde. Ça m'embête un peu, je sais plus où je l'ai trouvé en réalité. Euh, Objet social, nanana, effectif. Je suis désolé pour ce temps de latence. Euh, Bon, du coup, peu importe. En réalité, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je ne retrouve pas. Bon, on va prendre commerce et garage. Je suis désolé, je ne retrouve pas les pharmacies, mais autant pour moi, normalement, on peut aller les chercher. Vous pouvez également faire une recherche par code NAF ou autre. Donc, si j'aurais dû aller chercher le code NAF des pharmacies pour aller les chercher. Donc, on voit par exemple que dans le Tarn-et-Garonne, peu importe, on voit par exemple que dans le Tarn-et-Garonne, on a sorti 10 000, quasiment 11 000 entreprises qui correspondent aux critères que je viens de rentrer, donc commerce et garage. Ok, très clair. Donc là, du coup, j'avance un peu à l'aveugle parce qu'en réalité, je sais pas ce que je vais pouvoir trouver comme information. Mais imaginons que je veuille trouver cette entreprise et aller voir ce qu'il y a sur cette entreprise. Vous voyez que je vais déjà sortir des informations, bon, l'adresse, etc., qui peut être pertinent, un certain nombre d'informations sur l'activité. Je vais pouvoir trouver les PV d'AG et les documents. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucune information financière qui a été délivrée. Par contre, là, ce que je peux trouver, ce qui peut être pertinent pour vous en termes d'identification de cible, c'est que je vais trouver l'ensemble des bénéficiaires effectifs. Et donc, les bénéficiaires effectifs que vous allez pouvoir là, bah, vous allez pouvoir aller chercher leur adresse mail, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur des annuaires en ligne, que ce soit sur d'autres sites internet, pour que finalement, si cette typologie d'entreprise vous intéresse, vous puissiez les agréger à votre réseau et leur donner de la valeur. Je vais trouver une entreprise dont je vais pouvoir trouver un certain nombre d'informations. Je crois que c'est Isis Avocat. Il doit y avoir quelques infos dessus. Je vais passer vite, hein, je ne vais pas vous montrer les chiffres en tant que tels, mais c'est pour vous montrer ce qu'il peut y avoir dessus. Donc, on a toujours ces mêmes informations. Là, ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a les établissements, etc., qui sont présents. On a, une fois de plus, les bénéficiaires de la société, donc les deux avocates associées de la société. On a les PV d'AG, la convention collective, un certain nombre de choses. Et là, on peut aller, pardon, télécharger les bilans, télécharger le compte de résultats, ce qui est ultra pertinent. Parce qu'en réalité, quand vous travaillez pour une entreprise et que vous dites, OK, moi, mon objectif, c'est de cibler les chaudronneries qui font entre 1 million et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, grâce à ces recherches-là, en haut, en mettant le filtre chiffre d'affaires, bah là, on ne le voit plus, mais il y avait un filtre par chiffre d'affaires que vous pouvez classer. Vous avez la possibilité de sortir le nombre d'entreprises qui sont entre 1 million d'euros et 20 millions d'euros. Donc, en termes d'identification, quand vous les identifiez, après, l'objectif, c'est vraiment de les ajouter ou de les contacter et de rentrer en contact avec eux pour que derrière, vous puissiez avoir des résultats qui puissent être pertinents et rapides. Donc, il faut vraiment pouvoir identifier sa clientèle pour que le message soit derrière déterminé et que vous ayez un positionnement marketing qui soit assez simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, OK, j'attaque uniquement les pharmacies, bah, en réalité, le taf, il est plutôt simple. Hein. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des communications traditionnelles, etc., sur le droit social, sur la rupture du contrat, etc., bah, vous axez l'ensemble de vos actions à destination de ces professionnels-là, ce qui produira beaucoup plus d'effets. Moi, aujourd'hui, quand je fais des publications, je n'écris pas des publications générales. J'écris des publications à destination exclusive de mes cibles, que sont les cabinets d'avocats. Et donc, en réalité, mon message est beaucoup plus pertinent pour une simple et bonne. Ça ne veut pas dire que je raconte toujours des choses intéressantes, etc. Mais en tout cas, je parle directement aux avocats. Et donc, en réalité, ça marche plutôt bien.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'identification de la cible et par rapport finalement aux actions à mettre en place. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et que vous en avez tiré quelque chose. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais des partages d'écran en live, etc. Je ne suis pas super à l'aise. J'essaye d'ailleurs de départager mon écran, mais je galère en même temps pour pouvoir vous remettre finalement comment ça s'appelle ma caméra, mais je galère. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous dis à la semaine prochaine et je serai ravi de vous revoir la semaine prochaine. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée, une très bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail ou quoi que ce soit à contact@anomia.fr. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir.